Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis El Bouhi Ismail, je suis accompagné de mes collègues Fatim Zahra Ibrahimi et Ben Sami. Et tous ensemble, on va vous parler aujourd'hui d'une notion très importante de la macroéconomie, qui est la politique économique dans son aspect budgétaire, ou bien évidemment ce qu'on appelle la politique budgétaire. Tout d'abord, on commence par la schématisation de notre présentation. Dans la première partie où il y a la politique économique, on va commencer tout d'abord par une petite définition. Après, on va donner un rappel des approches macroéconomiques et ensuite, on va enchaîner les objectifs de la politique économique, ses instruments, la loi de finances et ainsi ses finalités. Et dans la deuxième partie où il y a la politique budgétaire, on va donner tout ce qui est définition et approche. On va traiter les ressources de l'État, ses dépenses, son budget, les politiques portant sur les recettes ainsi que les politiques portant sur les dépenses publiques, et la politique de relance, la politique de rigueur et les limites de la politique budgétaire. Et enfin, on va traiter la partie indispensable de notre mémoire qui est l'avis d'experts. Alors, je commence par la politique économique. Comme vous savez, le fonctionnement du marché ne permettant pas toujours d'aboutir à une situation d'équilibre satisfaisante, d'où l'intervention de l'État devient donc nécessaire pour réguler l'économie. Et donc, de ce fait, elle élabore une politique économique. Une politique économique qui est définie comme l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre les objectifs qui s'est fixés, dans le but d'améliorer la situation économique générale du pays. La notion d'intervention de l'État nous ramène à l'approximation de Keynes, d'où la nécessité de faire une distinction entre deux approches macroéconomiques majeures, à savoir l'approche néoclassique ou libérale et l'approche keynésienne. L'approche néoclassique est définie qui dit que l'équilibre économique peut s'obtenir sans l'intervention de l'État. Et les libéraux préconisent une intervention minimale restreinte à la stabilité monétaire et aux règles de la concurrence. L'objectif de la politique économique doit, doit être d'assurer le libre fonctionnement des marchés et la libre concurrence. Les, les libéraux recommandent une pratique de la politique économique basée sur des règles strictes pour limiter le caractère déstabilisant. L'approche keynésienne ou la théorie de l'emploi de Keynes est construite sur la base d'une critique de la théorie classique. Dans cette critique, Keynes argue que les épargnants et les investisseurs ont des stratégies incompatibles qui ne peuvent pas assurer un équilibre sur le marché monétaire, que les prix et les salaires tendent à être rigides, d'où l'impossibilité d'un équilibre sur les marchés des produits et du travail, et que des périodes de chômage graves se sont produites. C'est que la théorie libérale dénigre, où l'intervention de l'État pour maintenir cet équilibre est nécessaire. Maintenant, on passe aux objectifs de la politique économique. La politique économique peut avoir plusieurs fonctions. Elle peut permettre d'améliorer l'allocation des ressources pour améliorer l'efficacité du fonctionnement de l'économie. Elle peut avoir une fonction de stabilisation pour revenir à une situation d'équilibre, ou elle peut avoir une fonction de redistribution. Mais en gros, ses principaux objectifs au sein des économistes sont au nombre de quatre. Premièrement, la croissance économique, qui est mesurée par le taux de croissance du PIB, où son objectif est de favoriser une croissance élevée inscrite dans la durée. Deuxièmement, le plein emploi, qui est évalué par le taux de chômage, où l'État va aider ou bien évidemment doit aider directement ou indirectement à créer des emplois. Troisièmement, la stabilité des prix, traduite par le taux d'inflation. Il s'agit pour l'État de garantir le maintien du pouvoir d'achat des agents économiques en luttant contre l'inflation qui l'érode. Et finalement, l'équilibre des comptes extérieurs, qui est indiqué par le centre de balance des paiements, c'est-à-dire la somme des exportations moins la somme des importations. Maintenant, on passe aux instruments de la politique économique. On distingue en fait deux grands types de politique économique selon le but poursuivi par l'État. S'il s'agit de contrebalancer un ralentissement temporaire de l'activité économique, l'État mettra en œuvre une politique conjoncturelle. Et si au contraire, il s'agit de modifier en profondeur les structures économiques et sociales,
l'État aura recours à une politique structurelle. Qu'est-ce que c'est qu'une politique conjoncturelle? La politique conjoncturelle a pour but d'agir à court terme sur les indicateurs économiques pour orienter l'activité dans un sens permettant de rétablir les grands équilibres économiques. Les instruments qu'il utilise sont essentiellement la politique budgétaire, c'est notre propre sujet d'aujourd'hui, où par exemple l'État augmente les dépenses publiques pour relancer l'activité, le cas du MARC 2021 sous le nom d'une politique de relance, on peut trouver dans le cas contraire une politique de rigueur. Ensuite, on a la politique monétaire qui se, qui se traduit par la limitation du crédit ou modification des taux d'intérêt. La politique de l'emploi qui se traduit aussi par des mesures favorisant la création d'emplois et assurant des revenus aux chômeurs. La politique fiscale qui s'intéresse à faire des augmentations des taxes ou bien des réductions des impôts, etc. Et la politique de la santé qui se traduit par la prise en charge des dépenses. C'est le cas du Covid. La politique structurelle s'inscrit dans le long terme et vise à agir sur les structures économiques du pays pour transformer le mode de fonctionnement du système économique, où les mesures prises touchent l'emploi, la santé, la fiscalité et aussi la politique industrielle et agricole, la politique de l'environnement, l'aménagement du territoire, le système de protection sociale, à savoir la réforme des retraites, etc. Ces politiques nous donnent des résultats que longtemps après leur mise en place. Passons maintenant à une notion très importante qui se répète fréquemment dans l'ensemble de la politique, l'ensemble des concepts de la politique économique, qui est la loi de finances. L'expression de la loi de finances renvoie tout simplement au budget de l'État et recouvre plusieurs types de lois à objet budgétaire. Il y a la loi de finances de l'année, la loi de finances rectificative et ainsi la loi de règlement. La loi de finances de l'année détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. C'est le premier article de la loi organique des finances. Le projet de loi de finances est élaboré par le gouvernement qui doit le déposer au bureau du président de la Chambre des représentants au plus tard le 20 octobre, puis son examen par le Parlement dans un délai maximal de 58 jours. La loi de finances rectificative. C'est une loi qui a pour dessein de modifier en cours d'exercice les dispositions de la loi de finances initiale. Son objectif est de corriger à la hausse ou à la baisse les charges et les ressources arrêtées précédemment, compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique et financière, dans un délai global d'examen de 15 jours à compter de la date de dépôt. Et enfin, la loi de règlement, qui constate quant à elle le montant définitif des encaissements des ressources et des ordonnancements des dépenses, qui se rapportent à une année budgétaire. Et elle approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances initiale, où le projet de la loi de règlement est disposé au Parlement au plus tard à la fin de la deuxième année budgétaire qui suit l'année de l'exécution de la loi de finances. Elle est accompagnée d'un rapport de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de finances. Enfin, les finalités de la politique économique. Les finalités représentent la raison d'être des politiques économiques. Parmi elles qui sont essentielles, on peut citer l'amélioration du niveau de vie, l'amélioration de la qualité de vie, la réduction des inégalités, la justice sociale et la solidarité. Donc, comme cité auparavant, la politique budgétaire, c'est euh, le principal, euh, le principal sujet de notre présentation. Donc, on va s'intéresser aux définitions et approches, le budget de l'État, le déficit budgétaire, les différentes politiques budgétaires et la politique de relance et de rigueur et les limites de la politique budgétaire. Donc, en premier lieu, on s'intéresse à la pensée de Keynes. Comme étant défenseur de l'État-providence, Keynes préconise que l'État doit intervenir en période de crise. Ayant une vision macroéconomique globale, il propose à cet égard que l'économie doit être soutenue par l'État, ceci par le biais de politique monétaire et budgétaire. Donc, contrairement aux libéralistes,
qui apparemment privilégie une intervention faible de l'État, car toute intervention de l'État, de sa part, dans la sphère économique est inefficace, voire préjudiciable. Donc, on définit la politique budgétaire par les moyens dont dispose le gouvernement pour réguler l'économie et conduire des actions sur des cycles économiques afin d'atteindre ces objectifs, que ce soit dans le domaine social ou économique. On donne par exemple, comme exemple, le gouvernement peut compenser un ralentissement de la demande par une augmentation des dépenses publiques afin de stimuler l'économie. Donc, malheureusement, cela a pour conséquence une dégradation du solde public. C'est un peu le concept de la politique de relance qu'on va élaborer tout à l'heure. Ou bien, lorsqu'on a une croissance économique très élevée, la politique budgétaire permet de réduire le déficit public. On parvient ici à définir le budget de l'État. Donc, en premier lieu, on définit le budget. Le budget, c'est un état prévisionnel des dépenses et des recettes d'une entreprise, d'un État, d'une collectivité territoriale, d'une institution, d'une association et de tout agent économique ou d'un particulier. Le budget est la traduction exprimée en valeur monétaire des différentes hypothèses concernant l'environnement, l'activité, l'exploitation, les investissements et les plans d'action envisagés au cours d'une période déterminée, en général une année, correspondant à un exercice comptable. Le budget de l'État est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l'État pour une année civile. Il est constitué d'un ensemble de comptes qui décrivent toutes les ressources et toutes les charges de l'État et des ministères. Le budget de l'État est fixé par la loi de finances qui font l'objet d'un vote du Parlement. On s'intéresse ici par la définition du déficit budgétaire. Le déficit budgétaire est, pour une année donnée, le solde négatif du budget de l'État, lorsque ses dépenses excèdent ses recettes. L'État ne pouvant être en cessation de paiement, un déficit budgétaire nécessite que celui-ci contracte de nouveaux emprunts qui ont pour conséquence d'augmenter la dette publique. On parle d'excédent budgétaire si le solde est positif et le budget en équilibre s'il est nul. En France, par exemple, le budget est déficitaire depuis presque 30 ans. Les recettes et les dépenses de l'État. Donc, les recettes de l'État se partagent au niveau des taux d'imposition, les empreintes, les recettes exceptionnelles et les bases fiscales des différents impôts. Les dépenses publiques, ce sont des dépenses sociales, des aides aux entreprises, les salaires des fonctionnaires, des exonérations fiscales, les investissements aux infrastructures publiques ou bien les aides à la recherche. Donc, un petit récapitulatif de ce qu'on a dit. La politique budgétaire s'intéresse au fait que l'État utilise son budget, les recettes et les dépenses comme instrument de régulation. Au niveau des dépenses, on donne par exemple, l'État crée des postes de fonctionnaires pour diminuer le chômage, augmente l'investissement public pour stimuler l'activité économique et verse des subventions aux entreprises sous des conditions. Au niveau des recettes, l'État augmente les impôts pour réduire le déficit budgétaire ou financer des dépenses d'investissement, ou bien réduit les impôts pour stimuler la consommation et l'investissement, donc stimuler l'activité économique. À la fin, mettre en place des taxes pour modifier les comportements des agents économiques. Donc cela en résulte, on peut déduire de cela que les dépenses de l'État jouent le rôle les dépenses et les recettes de l'État jouent le rôle de stabilisateur économique automatique. Elle atténue les fluctuations des cycles de l'activité économique. Maintenant, pour expliquer la politique budgétaire de relance. C'est quoi l'objectif de cette politique? On peut
mettre deux objectifs principaux. Augmenter la croissance, puis diminuer le chômage. Par quels instruments intervient cette politique? Cette politique intervient par le budget de l'État, c'est-à-dire les dépenses et ou les recettes. La conjoncture dans laquelle est utilisée une politique budgétaire de relance est la récession économique. Maintenant, comment fonctionne cette politique de relance? Le schéma qu'on a ici résume le fonctionnement d'une politique de relance. En premier lieu, l'État augmente ses dépenses, y compris d'investissement et de fonctionnement. Cela conduit à une création de l'emploi et une augmentation du pouvoir d'achat. Par la suite, on a une augmentation des recettes fiscales de l'État, ce qui se traduit par une augmentation du PIB. Pour la politique de rigueur, les objectifs sont de baisser le déficit budgétaire et de baisser le taux d'inflation et par conséquent stabiliser les prix. Les instruments sont également les dépenses et les recettes de l'État et la conjoncture, c'est l'expansion économique. Pour le fonctionnement de la politique budgétaire de rigueur, l'État diminue ses dépenses et augmente ses recettes. Principalement, on parle de recettes fiscales. Cette diminution de dépenses et augmentation de recettes entraîne une baisse de recrutement et une diminution du pouvoir d'achat. Et par la suite, la demande globale tend à baisser et le PIB tend aussi à baisser. Et cela se traduit par, et on peut dire que la croissance se ralentit, donc les prix se stabilisent. Mais ces politiques de rigueur et de relance, bien qu'elles permettent d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés, ils présentent toutefois des limites et peuvent donc avoir des effets négatifs. C'est ce qu'on appelle les limites. Pour la politique de relance, on trouve trois limites principales qui sont l'effet d'éviction, l'effet des boules de neige et l'aggravation du déficit du solde commercial. Pour l'effet d'éviction, le financement du déficit budgétaire par emprunt a comme effet l'élargissement du secteur public au détriment du privé. En effet, un emprunt a comme conséquence le tournement des particuliers vers l'épargne dans le secteur public au détriment du secteur privé. De telle façon, l'accumulation de l'épargne dans les mains du secteur public entraîne un accroissement de la demande des fonds disponibles sur le marché, ce qui explique l'émission de l'État à des bons de trésor et par la suite une augmentation de taux d'intérêt. Pour l'effet de boule de neige, l'accumulation du déficit budgétaire d'une année à une autre permet au gouvernement d'emprunter chaque année pour financer ce déficit. Par conséquent, on constate un cercle d'auto-alimentation vicieux qui se traduit par une crise de dette souveraine sur le long terme, comme le cas de la Grèce. Pour l'aggravation du déficit du solde commercial, pour une économie fortement ouverte sur l'étranger, l'effet multiplicateur est confronté à deux fuites qui peuvent l'affaiblir: l'épargne et la consommation. D'une part, si l'augmentation des revenus est orientée vers l'épargne plutôt qu'à la consommation, donc ça va nuire à l'économie vu qu'il y a une baisse de la production. D'autre part, si les revenus sont orientés vers la consommation des produits importés, l'État va augmenter ses importations au lieu des exportations, ce qui va se traduire par une augmentation du déficit du solde commercial et ceci va freiner l'économie nationale. Pour la politique de rigueur, la principale limite peut être résumée en une citation qui est trop d'impôts tue l'impôt. Ceci veut dire que les recettes de l'État augmentent avec le taux d'imposition, mais cette augmentation va s'effondrer parce que le niveau de supportation pour les contribuables
euh, parce que les contribuables ne peuvent plus assurer ces impôts. Passons On va- maintenant, passons maintenant aux avis d'experts. On va traiter en premier lieu l'avis de Madame Liakoubi Iman, parlementaire et cadre des finances dans la Direction générale des impôts au ministère des Finances. On a lui posé des questions. La première, c'était quel est votre rôle dans le processus budgétaire marocain? Et sa réponse était que son rôle en tant que député et de participer par le biais des amendements apportés au projet de loi des finances pour que cette dernière réponde au mieux aux attentes des citoyens, tout en se basant sur des études crédibles de la situation économique et sociale du pays et sur un contact continu avec les électeurs. Son rôle, en tant que député, est de servir d'intermédiaire entre le gouvernement et les citoyens, tout en procédant à une analyse minutieuse et pointueuse des projets de loi présentés. La deuxième question, c'était quels sont les indicateurs et critères qui dirigent votre acceptation, refus ou modification suggérée concernant la loi de finances. Et sa réponse était qu'une loi de finances doit répondre au mieux aux attentes des citoyens pour une année, dans une vision qui s'inscrit dans la continuité des promesses données par le gouvernement dans son programme gouvernemental. Ce dernier constitue un facteur primordial dans le processus d'étude du projet de loi de finances. Elle se base aussi sur des directives royales qui constituent le référentiel le plus important dans ce processus. Il faut aussi être au courant de ce qui n'est pas été réalisé lors de l'année précédente pour y remédier au mieux. La troisième question, c'était dans quelle vision générale s'inscrit la loi de finances 2021? Et sa réponse était que le projet de la loi de finances 2021 conserve l'âme sur laquelle s'est basée les autres lois de finances durant tout ce mandat et qui colle avec les directives du roi et le programme du gouvernement et qui consiste à donner la priorité aux secteurs sociaux dont l'éducation et la santé en leur réservant le un tiers du budget. Ce projet a aussi consacré une grande partie du budget à l'investissement. Toutefois, ce projet devrait répondre aux défis posés par la pandémie qui a épuisé les ressources de toutes les nations et a eu un impact important sur le niveau d'endettement des États. Et enfin, la quatrième question, c'était quels outils permettront d'atteindre les objectifs et finalités visés? Et sa réponse était que les outils qui permettraient d'atteindre les objectifs visés consistent dans un premier lieu à accélérer le processus de la régionalisation avancée et lutter contre la corruption et veiller à une bonne gouvernance. Le deuxième expert qui a intervenu dans notre recherche est M. Abdelrahim Tmer. Il est ancien analyste financier au secteur privé, ancien chargé de mission auprès des services de chef de gouvernement. Il est actuellement cadre au niveau de la direction de budget, chargé d'investissement. Notre première question était de quoi se compose le budget de l'État marocain, avec des chiffres et statistiques. Notre expert nous a donné le tableau, ce tableau, et pour essayer d'expliquer, on va dire que l'État reçoit des recettes et il a également des dépenses à prendre en charge. Au niveau des recettes, on distingue entre deux types, ordinaires et exceptionnelles. Les recettes exceptionnelles n'ont pas de caractère garanti ou de continuité dans le temps. L'État compte alors principalement sur les recettes ordinaires. On trouve les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Au Maroc, selon notre expert toujours, ces recettes fiscales sont principalement la TVA, l'impôt sur revenu et l'impôt pour les sociétés, et aussi les différences douanières. Ces recettes sont perçues chaque année. Pour les recettes non fiscales, on ne trouve pas beaucoup de composantes en général. On peut parler des dons des pays extérieurs, des autres pays et de la privatisation. Ce sont des recettes qui sont variables et qui sont faibles par rapport aux recettes fiscales. Pour les dépenses de l'État,
il y en a plusieurs charges à prendre ou bien plusieurs dépenses de l'État. Mais il y en a deux qui consomment la plus grande partie. Ce sont la compensation et la masse salariale. La masse salariale est généralement rigide à la baisse. Elle est divisée par poids ministériel. Et dans ce sens, au Maroc, les ministères qui ont le plus grand poids sont le ministère de l'Éducation nationale, puis le ministère de l'Intérieur, avec environ 80% de la masse salariale. Pour le solde ordinaire est défini comme étant la différence entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires. Généralement, il est positif, mais quand on y ajoute les dépenses d'investissement, les dépenses de recouvrement des créances antérieures, on trouve un solde global qui est négatif. Et c'est ici, on va dire que l'État a besoin de trouver d'autres sources de financement. Ces sources, il y en a deux sources, une source de financement interne et une source de financement externe. Le financement externe est, dans le cas du Maroc, très faible par rapport au total du financement. Et la principale source étant les ressources internes, c'est le marché financier interne, les bons de trésor, les obligations de l'État. Et c'est cette source, c'est-à-dire interne, qui est la plus importante. Pour la deuxième question qu'on a posée à notre expert, ou bien disons que c'est la deuxième et troisième question parce qu'ils sont un peu reliés l'une à l'autre, quel est l'organisme responsable de la décision de la politique budgétaire et quels sont les facteurs internes et externes majeurs qui déterminent le choix. D'abord, pour l'organisme responsable, on trouve le gouvernement, représenté par le chef du gouvernement, et on trouve le ministère des Finances, qui est responsable du regroupement des orientations et de l'information financière. Maintenant, pour les facteurs qui influencent le choix de la politique budgétaire, on trouve la conjoncture nationale et la conjoncture internationale, c'est-à-dire la situation économique générale. Et bien sûr, la conjoncture nationale est fortement liée à celle internationale dans le cadre d'une économie qui est ouverte à l'extérieur. Puis le troisième facteur, c'est les priorités et les orientations générales qui sont guidées par les orientations de Sa Majesté le Roi. Et on trouve un quatrième facteur qui est la règle d'or budgétaire. Cette règle d'or budgétaire consiste à ce que l'État doit exclusivement prendre une dette seulement pour des dépenses d'investissement, c'est-à-dire que l'État ne peut pas prendre une dette, par exemple, pour rémunérer ses employés ou bien pour acheter du matériel. Ces dépenses qui sont de fonctionnement doivent être financées uniquement à travers les recettes fiscales et non fiscales, c'est-à-dire les recettes ordinaires. Pour donner plus d'explications, on peut dire que la conjoncture nationale et la conjoncture internationale sont liées entre elles, car en effet, la situation mondiale se répercute sur l'économie nationale, comme on a pu le voir à travers la crise de 2008 et ses répercussions en 2012. Et ce sont ces conjonctures qui soulignent les priorités du gouvernement sous la lumière des orientations générales de Sa Majesté le Roi. Les objectifs étant fixés de cette manière, ils doivent répondre aux contraintes de développement, de budget, de temps, de la règle d'or budgétaire, en respectant un seuil qui est pour le Maroc 3%, comme étant seuil bien limite pour le déficit budgétaire. Il y a aussi un autre seuil qui est un seuil de 60% pour l'endettement. On peut parler d'un problème de recherche opérationnelle. La quatrième question qui est posée à notre expert est
comment se fait le suivi du budget et de la réalisation des objectifs qui ont été prévus? Sa réponse a été que actuellement le suivi du budget de l'État se base sur l'approche du résultat. Par le biais du projet de performance, l'État peut savoir combien verser pour chaque ministère, ainsi savoir combien épargner pour chaque objectif pour qu'il soit réalisable. Et par le biais du rapport de performance, on peut évaluer les objectifs prédéfinis ainsi qu'évaluer les résultats. Maintenant, on passe à la 5e question, qui est la dernière question. On a posé la question suivante. Dans quel cadre s'inscrit la politique budgétaire du Maroc? Notre expert a répondu qu'il pense qu'au Maroc, selon son analyse, il n'y a pas d'orientation claire à ce niveau. Parce que, à l'instar de plusieurs pays qui sont en voie de développement, le Maroc combine entre les politiques de relance et de rigueur. Actuellement, pour 2020, on a une situation de propagation du virus qui a engendré une situation économique inquiétante au niveau du marché d'emploi et de l'activité des entreprises. Donc, au niveau de la loi de finances 2021, on trouve une augmentation des dépenses de l'investissement et c'est une forme de la politique de relance, mais en même temps, on trouve une forme de politique de rigueur qui est l'austérité au niveau du recrutement, sauf pour la santé, l'intérieur et l'éducation. Et donc, comme dernier expert, c'est M. Bouchakouk Saïd. C'est un chef de service des dépenses de l'État et des collectivités territoriales. On lui a posé comme première question comment la TGR assure le recouvrement des créances publiques. Comme réponse, parmi les missions de la TGR, le recouvrement des créances publiques. Ceci est exercé par un comptable public. La mission de créances publiques s'organise par la loi 1597, complétée et modifiée. Les comptables publics chargés de cette mission sont le trésorier général du royaume, les trésoriers provinciaux et préfectoraux, les greffiers judiciaires, etc. On lui a posé comme deuxième question, par quels moyens la TGR assure-t-elle la perception des recettes de l'État? On a eu comme réponse, dans le domaine d'assurer une créance publique, impôts, taxes, empruntes ou bien amendes, et le Trésor comme caisse unique de l'État, il y a un rassemblement par loi réglementaire pour assurer les recettes de l'État en collaboration avec la Direction générale des impôts et la direction du budget, c'est-à-dire les administrations des départements ministériels du ministère de l'économie et des finances et la réforme de l'administration. Et comme troisième question, quels sont les travaux relatifs au contrôle du budget de l'État que la TGR effectue? La TGR assure deux catégories de contrôle sur le budget de l'État. Il y a le contrôle de régularité, c'est-à-dire le respect et la disponibilité des crédits. Il y a le contrôle de validité. Comme dernière question, avant-dernière question, pouvez-vous mieux illustrer le rôle et l'importance des missions de la TGR au sein de la philosophie budgétaire de l'État? La TGR représente le bras droit du ministère de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration à l'exécution et l'élaboration de la loi de finances. D'autre part, elle ramène au ministère de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration les index de performance par les ordonnateurs et au plus le taux d'exécution de la loi de finances en établissant un rapport d'activité à la fin de l'année. Donc, par ceci, on termine notre présentation. Merci d'être bien et merci. Au revoir.